10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, aussi bien que Gilles Gansman et moi-même. Bonjour Gilles. Qu'est-ce que vous en savez? Non, si, je vous ai vu arriver en pleine forme. Ça va, ouais. Oui, très très bien. À Paris, donc. Faudra que nous on parle de DAZN, ce qu'on a entendu absolument, dans le journal. Ouais. Ah oui, parce que je pense qu'il y a des clubs, ça va être très très compliqué. Réunion d'urgence à la Ligue nationale de football DAZN qui. Visiblement ne rencontre pas le succès attendu. Les abonnés sont pas là. C'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui piratent et qui prennent ce qu'on appelle l'IPTV. Vous savez que l'autre fois, je suis rentré de Londres et j'ai pris un Uber. Et dans le Uber, il regardait le foot. Et je lui ai dit, vous recevez Canal? Il m'a dit, non, je paye pas moi. Et c'était de l'IPTV qu'il avait sur son téléphone portable. Donc c'est ça le problème. Après 40 € l'abonnement pour 8 matchs, dont 2 sur Bein, enfin c'était en option. C'est vrai que les tarifs avancés au début étaient quand même assez rédhibitoires pour les fans de foot qui doivent avoir maintenant les gens ont pris l'habitude de l'IPTV. Et donc voilà. Et ça sera compliqué de revenir en arrière. Mais c'est l'écosystème du football qui est aujourd'hui remis en question. Donc on va voir ce que ça donne. On en parle dans les médias. Il y a un vrai sujet. À chaque fois le mauvais choix. Bon voilà. Dans un instant, on va parler d'une institution, on va dire d'une instance indépendante. C'est l'ARCOM, le collège de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, avec un de ses membres, c'est Hervé Godeschaux. C'est sa dernière journée aujourd'hui, puisque ce soir, effectivement, toute, on va dire, l'équipe avec Roch-Olivier Mestre passe la main, une partie, et donc il y aura de nouveaux membres à l'ARCOM. Alors, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne en intérieur. Oui, puis un peu le bilan, puisque lui, il s'occupait spécifiquement de la radio. Bon, on va quand même tenter une question sur C8, mais comme il y a le Conseil d'État, on verra si on a une droit de réserve sans doute aussi de la part des membres de l'ARCOM. Donc, on tentera, moi je suis pas... voilà. Mais on tentera la question. Mais parce que la vraie décision, elle sera prise vendredi, donc je pense qu'on n'aura pas de réponse. Mais sinon, on pourra voir avec lui le bilan de tout ce qui a été DAB+, radio, et faire le tour aussi de qu'est-ce que c'est un membre de l'ARCOM. Absolument. Donc c'est à suivre dans un instant, c'est notre invité média dans une petite dizaine de minutes ce matin sur Sud Radio, mais pour l'instant c'est l'heure du zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors je ne sais pas si vous avez écouté le débat dans la matinale entre Françoise Degois et j'ai un trou. Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, qui parlait de comment l'affaire Louise est traitée dans les médias et de quelle façon ça doit être traité. C'était un débat entre 8h et 8h30. Eh bien, l'affaire Louise occupe donc tous les médias, y compris le nôtre, quand même. Nous, on en parle beaucoup aussi sur Sud Radio. Quotidien a analysé, vous allez voir, c'est intéressant, le traitement de ce fait divers, mais dans les différents médias. Écoutez. Cette question qui se pose à chaque fois dans les rédactions, à quel moment un fait divers tragique bascule en fait de société, en fait politique? Dans le cas de l'assassinat de Louise, 11 ans, chaque média tient sa ligne, 4 chaînes d'infos et 4 lignes éditoriales. L'enquête, rien que l'enquête sur BFM, en long, en large et en travers, avec des heures d'antenne depuis samedi, alors que son nouveau patron, Fabien Amias, avait récemment annoncé moins de faits divers, il a visiblement changé d'avis. Moins d'infos, plus de politique sur CNews avec le silence du président et l'ensauvagement de la société. Le meurtre de Louise, c'est aussi un fait divers majeur sur LCI, mais traité comme les autres titres de l'actu. Et enfin, service minimum sur France Info, qui n'a pratiquement pas traité le sujet hier et aujourd'hui, obsédé par le sommet sur l'IA à Paris, dans les 20h des grandes chaînes depuis 3 jours. Louise est aussi à la une. Une fouille minutieuse des lieux où a été retrouvé le corps de Louise. Des renforts de police, plus d'une centaine envoyés aujourd'hui en Essonne. Un homme de 23 ans et sa mère placés en garde à vue 3 jours après le meurtre de Louise. Le meurtre de la petite Louise vendredi à Longjumeau. Incroyable que France Info ne traite pas. Alors, c'est pas tout à fait, n'en parle pas. C'est que c'était pas à la une comme l'a pu l'être sur BFM TV, où là, c'était du non-stop. Oui. Toute la journée, pour regarder les différents écrans. Donc, ils l'ont passé à un autre moment. Parce que c'est vrai qu'on s'est même, nous, posé la question de l'intérêt, alors que les gardes à vue sont en cours, de ce que l'on peut raconter à longueur d'antenne. C'est un choix éditorial, c'est un choix de traitement, mais je observe que d'autres chaînes, LCI par exemple, l'a traité normalement, de manière proportionnée par rapport à l'intérêt et l'évolution de l'enquête. Parce que c'est ça en fait qui est intéressant. Et il y aura certainement encore une montée en puissance ce soir, puisqu'il y a la conférence de presse du procureur de la République qui va donner des éléments factuels de ce que l'on sait des motivations du meurtrier présumé.
Julien Belvert était vraiment intéressant. Dans cet avou, Xavier Bertrand, qui était l'invité principal hier, est revenu sur la proposition que lui avait faite, vous savez, François Bayrou, d'entrer au gouvernement. Il a expliqué pourquoi il n'est pas devenu notre ministre de la Justice. J'avais proposé à François Bayrou d'occuper différentes fonctions. Il me dit qu'il est d'accord pour que j'occupe le ministère de la Justice avec un plan d'action très précis que je lui expose, une feuille de route sur plusieurs mois. Il me dit oui. Et le lendemain, on a vu la levée de bouclier des responsables du Rassemblement national. Il me dit « Ah non, ça ne va pas être possible pour la justice ». Pourquoi ? Très clairement, parce que Madame Le Pen avait opposé un veto. Je ne rentre pas dans un gouvernement dont la composition est arrêtée par la dirigeante du Rassemblement national. Et pour ça, je n'ai aucun regret. Pour le reste, je suis un homme d'action. C'est vrai que je n'étais pas demandeur, mais j'étais prêt à m'engager. Je. Oh, voilà, je vous laisse votre réaction. Voilà, c'est votre réaction. Non, mais en même temps, il prend du collier, et c'est pas un secret de polichinelle non plus, qui rêvait d'entrer au gouvernement et que le tir de barrage vient du Rassemblement national. Ça, c'était une évidence, mais il apporte son soutien à Bruno Retailleau. On en reparlera. Ah oui, dans vos débats. Ouais. À 10h45. On en a parlé abondamment. C'était donc le sommet de l'IA à Paris. Et alors, dans les couloirs du Grand Palais, Quotidien a laissé traîner son micro et ils sont tombés sur leur cible préférée, Valérie Pécresse. L'extrait est assez drôle. Moi, j'ai peur de rien. Et surtout, c'est mon histoire. Là, j'ai testé ChatGPT. Je leur ai dit, quel est le bilan de Valérie Pécresse ? C'est l'heure de mon bilan dans 3 ans. Eh bien, figurez-vous qu'il est bon. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ChatGPT. Donc, merci ChatGPT. Merci ChatGPT. Merci. Elle joue bien le jeu. Oui, elle joue le jeu. Je pense que ça fait partie maintenant des traditionnels. Mais quand même, elle a vérifié sur ChatGPT si son bilan était bon. Elle l'avait déjà dit à TF1. Mais elle devrait savoir s'il est bon ou pas. Elle n'a pas besoin de ChatGPT. Ouais. Ce sont les 20 ans de la loi handicap. Et hier, Michael Jérémiaz, champion de tennis, vous savez, en fauteuil, 4 médailles paralympiques, dont un titre en double à Pékin en 2008, était l'invité de C'est à vous, à l'occasion donc de ces 20 ans de la loi. Il est revenu sur la journée nationale, vous savez, du Duo Day, où on invite une personne en situation de handicap à partager une journée au travail. C'est pas forcément sa tasse de thé. C'est très bien d'ouvrir le monde de l'entreprise où il a des médias ou du divertissement des personnes handicapées, mais le plus important, c'est pas ça, c'est l'inverse. Moi, j'ai proposé à l'époque où Sophie Cluzel a proposé, c'est un duodé inversé. C'est vous qui devez changer de regard sur nous. Une fois que vous avez convaincu que le monde de l'entreprise était a priori accessible, et pas accessible en fauteuil roulant, juste accessible et qu'on peut y travailler, bon, c'est fait. Mais pour vous, que vous preniez conscience de ce que sont nos réalités, venez le matin, boire un café avec nous et passer une journée avec nous du moment où on quitte notre logement pour faire ce que vous faites vous, sans vous poser de questions. Et là, on a un duodé efficace. Quand hier on prend la parole, quand on donne des chiffres, parle de l'école, parce que ça part de là. Vous avez 80 000 enfants en France qui n'ont pas accès à l'école de la République parce que handicapés. Moi, si je me présente dans un service de soins, j'ai 3 fois plus de chances qu'on me refuse l'accès aux soins. Donc il faut aussi que vous compreniez, et sans vous culpabiliser, vous n'êtes pas responsable de ça. Mais on peut tous faire mieux. Oui, c'est assez... Alors, c'est effectivement un anniversaire en demi-teinte. Il y a eu des avancées, il y a des choses qui ont effectivement bougé, mais c'est à quelle vitesse ça va ? Et ça va trop lentement pour ces personnes, ces citoyens qui sont comme vous et moi et qui ont envie d'aller à tel endroit sans se poser de questions de comment je m'y rends et est-ce que mes enfants vont pouvoir être scolarisés parce qu'ils ont un trouble de 10, ça fait partie aussi des handicaps. Il y a une enquête aussi qui pourrait être menée sur le fonctionnement des maisons départementales du handicap, puisque c'est géré départementalement. Et là aussi, c'est on en a parlé avec Valérie, avec un magazine qui s'appelle Zèbre. Absolument, avec Elvire Cassan, que j'ai rencontré et qui aujourd'hui essaye d'éveiller au fonctionnement de ses enfants. Et on essaye de les faire rentrer, c'est bien, ils disent, dans le moule de la République et de l'école de la République, avec des programmes, on va dire, pour des enfants qui peuvent suivre, mais quand vous n'arrivez pas à lire, à écrire, et que c'est vraiment ce qui vous pose le plus de problèmes dans votre fonctionnement, ça devient problématique. Donc comment on adapte tout ça ? Est-ce qu'on est prêt à accepter la différence ? Voilà, tout simplement. C'est une triste nouvelle pour les fans de Pékin Express. Mais non. Allez-y. Hier, vous êtes au courant ? Non, mais je veux hier, la chaîne M6 a dévoilé que Maurice, c'est un candidat emblématique du jeu d'aventure. Il s'est éteint à l'âge de 87 ans. Alors, pour rappel, le Niçois avait participé à 2 reprises au jeu d'aventure aux côtés de son fils Thierry durant leur passage de Pékin Express en 2018. Alors, le duo avait surpris parce qu'ils avaient atteint la 4e place du jeu et Maurice, à l'époque, fêtait ses 80 ans sur Pékin Express. C'est le plus vieux
le candidat de Pékin Express. Il vient de décéder, et donc en hommage, je vous ai mis en musique le générique de Poire, que à la fin de Pékin Express, qui est diffusé ce jeudi, je crois, il y aura une émission hommage avec les meilleurs moments de Maurice. C'est savoureux, Pékin Express, une émission familiale. Oui, et puis en ce moment, ça a lieu en Afrique. Les images sont incroyables. Oui, tout à fait. Bon, merci Gilles pour ce tour des médias, de ce qui s'est passé hier à la télévision. On va s'arrêter un court instant sur Sud Radio. Et on va parler radio. Et on va parler radio, on va parler médias en général, mais radio en particulier, avec notre invité, le membre du collège de l'Arcom, le collège de la radio, c'est Hervé Goetscho, ancien journaliste, et qui a donc passé 6 ans dans les couloirs de cette instance indépendante, et il va nous faire son bilan. On le reçoit tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. On reçoit un invité dont c'est le dernier jour en fonction dans une institution dont on parle beaucoup, c'est l'Arcom, et on reçoit Hervé Goetscho. Bonjour Hervé Goetscho. Bonjour. Donc c'est vraiment le dernier jour du disco, comme dit la chanson. C'est le dernier jour du disco, oui. Pour ce qui me concerne, mon mandat se termine ce soir à minuit. Et une émotion Oui, parce que j'ai été vraiment très heureux pendant ces 6 années. C'est la qualité du travail, la nature des dossiers qui sont passionnants, et puis une ambiance, vraiment, sans flagornerie aucune pour mes collègues. L'ambiance à l'Arcom avec les membres du collège et avec les équipes, c'était formidable. Oui, parce que c'est une institution, vraiment, aujourd'hui il faut en parler, qui est rentrée dans le quotidien des Français aussi, parce que on peut saisir l'Arcom, il y a des campagnes aussi sur l'utilisation, les dangers des médias, les dangers des informations, les fake news. Il y a un lien que vous avez instauré avec les téléspectateurs et les auditeurs. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'il y a le président Mestre le rappelle souvent, c'est qu'il n'y a absolument aucune autorité administrative indépendante, parce qu'il y en a d'autres, il y a l'ARCEP, la CNIL, il y en a plusieurs. Il n'y en a aucune qui suscite autant de relations quasi personnelle entre les Français et cette institution. Finalement, elle est un petit peu comme la télévision ou la radio. On est chez les gens et ils pensent, à bon droit d'ailleurs, qu'on leur appartient d'une certaine manière, ce qui est vrai finalement, puisque on est financé par l'État et donc par l'impôt. Donc on est vraiment au service des Français et ils le sentent. Vous êtes rentré il y a 6 ans, ça s'appelait le CSA quand vous êtes rentré avant que ça devienne l'Arcom. Qu'est-ce qui a changé dans les médias en 6 ans? Qu'est-ce qui a... Tout a changé quand je suis arrivé au Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2019. Les plateformes de vidéo à la demande, d'abord, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Il y avait surtout Netflix et Amazon, et elles n'étaient pas dans le champ de la régulation. En ce qui concerne la radio, puisque c'est le secteur dont je me suis le plus occupé, le DAB+, la radio numérique terrestre, c'était 20% de couverture de population, et finalement, personne n'en parlait parce que les gens ne savaient pas encore ce que c'était, alors qu'aujourd'hui, c'est 65% de couverture et 620 radios qui sont dessus, et que ça se déploie même dans les Outre-mer. On commençait à s'intéresser à la régulation de la haine en ligne et de la lutte contre les fausses informations sur les réseaux sociaux, avec la loi de décembre 2018 qui a jamais été véritablement opérationnelle. Aujourd'hui, c'est rentré dans le champ de la régulation grâce à la directive européenne du Digital Services Act et sa traduction en droit national avec la loi SREN. Et ça, c'est géré par l'Arcom. En fait, tout a changé. Oui, c'est géré par l'Arcom. Et en fait, tout a changé, que ce soit d'un point de vue technologique, du point de vue des usages, du point de vue de l'offre des médias, du point de vue de l'économie des médias. Et le régulateur, d'ailleurs, s'est adapté tout au long de ces 6 années à cette nouvelle donne. Il y en a beaucoup qui disent la régulation n'a pas lieu d'être dans ce domaine-là. Roch-Olivier Mestre a expliqué la différence entre liberté d'expression, régulation. Voilà. C'est quoi la différence? Pourquoi il faut une régulation malgré tout dans ce champ de l'audiovisuel? Le socle de la mission de l'Arcom, c'est le pluralisme, c'est-à-dire veiller finalement à ce que les gens, en tout point de vue
du territoire et le choix dans ce qu'ils peuvent écouter, regarder, ce qu'ils peuvent consommer, entre guillemets, d'un point de vue des médias. C'est l'intérêt du public, c'est-à-dire veiller à ce que les gens aient accès à des programmes qui les intéressent et qui leur apportent quelque chose. C'est veiller à la liberté de communication et à la liberté d'expression. Ça, c'est vraiment le socle de la loi de 86 qui est, on va dire, la Bible des missions de l'Arcom. Et puis, c'est de veiller, en échange d'attributions d'autorisation à émettre, notamment dans l'espace public que constitue la ressource radioélectrique, à veiller à ce qu'il y ait une juste représentation des courants de pensée et d'opinion, de la société dans toute sa diversité sur les antennes de télé et de radio. Et je pense que c'est un véritable socle de la démocratie et que, oui, non seulement c'est important qu'il y ait des lois et une réglementation et des missions pour veiller à ce que ce soit respecté, mais que ce soit en plus de ça confié à une autorité indépendante, c'est encore plus important. Ça veut dire que lorsqu'on obtient une fréquence pour une radio, la société ne paye pas, c'est l'État qui l'offre? Alors, elle prête, si j'ose dire, c'est qu'on donne une autorisation d'émettre en échange, c'est gratuit effectivement, en échange d'engagements conventionnels. Sud Radio a signé une convention avec l'Arcom dans laquelle justement les engagements que je viens d'évoquer sont pris. Et puis si ça n'est pas respecté, alors l'Arcom est justement là pour veiller à ce que ce soit respecté, pour éventuellement rappeler à l'ordre les éditeurs pour que ce soit le cas. C'est ce qui est arrivé à C8. Vous regrettez comment la décision a été prise? Alors, moi, je suis tenu au devoir de réserve, et même bien au-delà de mon mandat, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet, et ce d'autant que c'est actuellement devant le Conseil d'État. Ça devrait passer vendredi, c'est ça? Ça doit passer vendredi, absolument. Donc ça, j'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Très bien. Je voulais savoir comment on vous a choisi pour être à l'Arcom, puisque c'était comment, quand on voit parcours. votre CV, parce que moi je vous connaissais en tant que journaliste terrain, effectivement, en région, mais pas que, et comment tout d'un coup on pointe le doigt sur vous pour dire venez nous rejoindre au CSA d'abord, ou à l'Arcom aujourd'hui, pour jouer dans ce rôle de... Ouais, il faudrait poser la question au président du Sénat, Gérard Larcher, et aux sénateurs qui m'ont envoyé au CSA, si j'ose dire. Il se trouve que j'avais effectivement 30 ans de journalisme et de télévision dans le service public à France Télévisions auparavant sur le terrain, vous l'avez rappelé, en région et au national. Et puis, en fait, en ce qui me concerne, je me suis porté candidat. J'étais arrivé au bout de 30 ans à me dire que j'avais peut-être envie de remettre le titre en jeu, si j'ose dire, de m'orienter vers d'autres choses et puis de mettre au service d'une institution mes compétences et ma connaissance du secteur et du journalisme. Et donc, je me suis porté candidat pour aller au CSA et après, pourquoi est-ce que j'ai été choisi moi? Peut-être pour ma connaissance des médias et ma connaissance de l'économie, puisque j'ai été longtemps chef du service économie de la rédaction de France Télévisions. Les médias, il y en a beaucoup aujourd'hui, mais les rédactions souffrent aussi pas mal. Le métier a beaucoup changé. Et, quelle est votre analyse et quel est l'avenir finalement de tout ça? Est-ce que c'est des médias indépendants? Est-ce que tout ça va être débordé par les côtés, par l'internet aujourd'hui? Comment vous voyez l'évolution de ce qu'on appelle l'information, mais je mets ça avec un grand chapeau. Moi, j'interviens beaucoup dans les écoles de journalisme, où je fais des conférences, où je donne des cours. Et je dis toujours aux étudiants qu'ils ne feront pas du tout le même métier que moi, il y a donc plus de 35 ans. Moi, à mon époque, à mes débuts, le journalisme, c'était quelque chose de, entre guillemets, simple. On allait collecter de l'information, on la vérifiait, on la traitait, et ensuite on la diffusait, on la distribuait auprès du grand public. Et puis on avait quelques retours par le courrier des lecteurs ou des téléspectateurs ou des auditeurs. Et ça s'arrêtait là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement
du smartphone qui permet d'un clic en appuyant sur un bouton. On est tous journalistes finalement. Voilà, il y a une espèce de fantasme du tous journaliste, sauf que journaliste, c'est un métier qui obéit à des règles d'éthique et des règles de déontologie. Et aujourd'hui, les journalistes doivent non seulement être très rigoureux évidemment dans leur travail, on voit bien la défiance que beaucoup de gens ont à l'égard du journalisme, à tort à mon avis, mais le fait est que ça existe. Ils sont confrontés à cette concurrence, entre guillemets, effectivement, de tous ceux qui se croient journalistes et qui diffusent et charrient sur les réseaux sociaux un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut arriver à labelliser, on va dire, une forme d'information. Et ils passent beaucoup de temps maintenant aussi à débunker, pardon, parce que le terme n'est pas très élégant, à aller chercher les fausses informations et à révéler en fait que ce sont des fausses informations pour établir la vérité. On voit d'ailleurs que toutes les grandes rédactions aujourd'hui ont des cellules de vérification de l'information. Y compris en télévision, où il y a des séquences pour débunker les infos. Les infox, vous avez vu, je parle... J'ai dit pas fake news. Non, ce que je voulais savoir, c'est les radios qui sont que sur YouTube, on est d'accord que ça sort du cadre de l'Arcom. Est-ce que c'est pas injuste que ces radios-là ne soient pas régulées et puissent faire tout ce que ne peut pas faire les radios Alors elles le sont. Les web radios. Alors après, ça dépend de leurs audiences en fait et de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que jusqu'à un certain chiffre d'affaires, les web radios ont juste à faire une déclaration. Comme quoi, effectivement, elles émettent sur le web. Ah, je peux pas faire une radio comme ça. Si, vous pouvez, mais il suffit de déclarer à l'Arcom qu'effectivement vous avez créé une web radio. Et puis à partir d'un certain chiffre d'affaires, là, pour le coup, on rentre dans un régime de convention comme n'importe quel média. Donc, si l'Arcom est présente quand même sur ce sujet, même si c'est vrai que beaucoup de web radios, parce que on peut avoir des étudiants qui, dans le cadre de leurs cours, on a des web radios dans les établissements scolaires. Vous vous souvenez, il y a cette opération, une web radio un par un, qui a été lancée il y a 2 ans de mémoire. Donc voilà, à peu près n'importe qui peut faire de la web radio, et puis c'est très bien, c'est sans conséquence, mais c'est à partir du moment où il y a une certaine surface, où là, effectivement, il va falloir respecter un certain nombre d'engagements. Est-ce que la radio est devenue toujours un média auquel les gens sont fidèles ? Ah oui, c'est entre 39 et 40 millions d'auditeurs par jour, qui l'écoutent 2h45 par jour. On a un paysage radiophonique qui est quasiment unique au monde. On est plus de 1000 radios partout sur le territoire, que ce soit en métropole ou dans les territoires ultramarins. C'est la radio de l'intime, elle est chez nous. Enfin, tout le monde l'écoute, que ce soit chez soi, dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans sa voiture. C'est beaucoup d'audience en mobilité. Alors, à Paris, les gens utilisent beaucoup moins la voiture, mais dans le reste du pays, si, beaucoup, parce que les gens partent travailler souvent avec leur véhicule. C'est 46% de l'audience qui se fait en mobilité. Donc, la radio nous accompagne dans tous les pans de notre vie, puis en plus de ça, elle a ça en plus de la télé, c'est qu'elle n'a pas d'image, justement. C'est fini ça. C'est fini. Et puis non, mais c'est fini. Et puis on peut parler après la pub des radios qui sont plus présents. Oui, on va en parler dans un instant, mais sur l'aspect son, on peut se contenter d'écouter la radio et de faire d'autres choses en même temps. C'est ce qui fait que la radio vous accompagne partout. Et puis la voix aussi, ça permet de laisser l'imaginaire courir, d'imaginer la tête des gens qui sont en train de vous parler. Allez, on s'arrête un court instant sur Sud Radio. On va se retrouver dans cette émission Média, toujours avec notre invité aujourd'hui, Hervé Goetscho, journaliste. Il vit aujourd'hui son dernier jour à l'Arcom. Il est passé nous voir, nous raconter. C'est pas vos mémoires, quand même. Non, ça n'a rien de dramatique. Mais on va continuer de parler parce que, effectivement, l'histoire est en marche du côté des médias et votre analyse est précieuse. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le supplément média. On est avec Hervé Goetscho, membre du collège de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, parce que c'est tout ça que veut dire l'Arcom, Hervé Goetscho. Le terme numérique est particulièrement important. Ben oui, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. C'est votre dernière journée. Après, vous allez passer la main puisque votre mandat s'arrête. Et on parle de la radio, puisqu'on est sur Sud Radio, évidemment. Et puis que Hervé Goetscho était
vraiment c'était sa fonction d'attribuer à la radio. On se posait justement la question avec Gilles en préparant votre interview, c'est aujourd'hui la radio est filmée et on a des concurrents par exemple qui font de la radio. Et c'est aussi diffusé sur un canal numérique, voilà. Ou diffusé en télé. Et diffusé en télé. Alors, tous. Comment on c'est un fait peu déloyal. Comment on fait pour ceux qui n'ont pas un accès forcément une fréquence numérique pour pouvoir jouer sur les deux tableaux, même si nous on est diffusé sur YouTube, etc. Alors, il y a trois phénomènes. Le premier, c'est que d'abord, toutes les radios ne le font pas. Il y a quand même beaucoup de radios qui ne font que de la radio. Oui, mais alors RMC diffuse l'interview du matin. Ensuite, il y a les codiffusions radio et télévision. Et là, effectivement, il y a Estelle Denis, il y a également... Il y a RMC, il y a Europe 1 aussi qui codiffuse un certain nombre de programmes avec CNews. Et M6 ils sont limités à 2h15 par jour. C'est une limitation conventionnelle. Ce sont les seuls qui sont limités en la matière. Et puis, oui, il y en a d'autres. Il y a même le service public avec France Info Télé. France Bleu, France 3, et puis avec France Info Télé qui codiffuse un certain nombre de programmes. C'est vrai qu'on voit que c'est une tendance qui tend à se développer depuis quelques années pour des questions de surface et d'audience, si j'ose dire. Moi, j'ai toujours tendance à retenir que c'est quand même... c'est moins bien pour l'offre, évidemment, parce que si on codiffuse un programme, pendant ce temps-là, on ne diffuse pas autre chose. Après, c'est le droit le plus strict des éditeurs de le faire. Mais comment font les autres radios qui ne peuvent pas diffuser ? Mais je pense que les autres radios, je ne sais pas si ça fait nécessairement de la concurrence. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je fais confiance aux éditeurs qui le font pour estimer que c'est mieux de le faire, mais à titre personnel, je ne suis pas absolument certain que ce soit un plus et que ça apporte véritablement quelque chose de supplémentaire. Donc, je suis pas sûr que ça fasse véritablement concurrence aux radios pure player entre guillemets qui ne font que de la radio. Et puis après, il y a la diffusion en version vidéo, c'est ce que vous faites vous sur Sud Radio, où on peut y accéder sur le numérique. Et là, on va dire que c'est de l'offre supplémentaire. Si les gens ont envie de voir quelle tête on a, nous là qui sommes en train de parler actuellement sur votre antenne, ils peuvent le faire et c'est tant mieux. Mais j'en profite et puis si je peux me permettre, ça peut permettre aussi d'augmenter la diffusion. C'est particulièrement vrai, notamment pour Sud Radio, pour atteindre des publics qui ne sont pas couverts par la diffusion hertzienne. Donc parce que là, pour le coup, sur Internet, tout le monde peut regarder en tout point du territoire. Donc voilà, je pense qu'il faut voir ça comme un petit plus, mais je suis pas sûr que ça porte véritablement atteinte à la concurrence des radios qui ne font pas de vidéo par ailleurs. Et j'en profite pour remercier nos auditeurs, car nous allons bientôt à Sud Radio, vous savez quoi ? On va dépasser le 1 million d'abonnés sur YouTube, et donc on aura plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. On est une des radios qui a plus d'abonnés sur YouTube. Comme quoi ça marche. Votre grand chantier, c'était le DAB+. Le DAB+, oui. Oui, absolument. Alors, peut-être qu'on redit, pour nos auditeurs. Voilà, parce que les gens commencent à le découvrir. C'est en fait des fréquences numériques, au même titre qu'il y a eu les fréquences pour la télévision, mais sur le numérique, il y a des fréquences. Exactement, on appelle ça DAB+, parce que c'est le nom de la norme qui est utilisée pour ça. C'est d'ailleurs pas, en termes de communication, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. On ferait mieux de parler de radio numérique terrestre, de RNT, par analogie avec la TNT. Tout le monde sait ce que c'est que la TNT en télévision. Et ça s'appelait comme ça au départ. Oui, absolument. Et puis bon, voilà, on est parti sur l'appellation par la norme, parce que c'est comme ça que ça s'appelle également dans tous les autres pays européens qui ont déployé le DAB+. Mais en gros, c'est à la radio ce que la TNT est à la télévision, c'est-à-dire on continue d'écouter la radio de manière hertzienne, c'est-à-dire de la recevoir sur un poste de radio qui est équipé DAB, sauf qu'on a un son de bien meilleure qualité, on a un son numérique, on n'a plus d'interférences comme on peut en avoir en FM. Dans les petites vallées, c'est parfait. Voilà, on a une meilleure ergonomie puisque on n'a plus besoin de chercher la fréquence
de la radio qu'on veut écouter, qu'il suffit de sélectionner le nom de la radio sur un petit écran alphanumérique qui est sur le poste, lui-même. On a une écoute en mobilité. C'est mieux pour l'environnement parce que, alors, pour des raisons techniques sur lesquelles on ne va pas s'étendre, il se trouve que sur une seule et même fréquence, on peut mettre 13 radios différentes, donc, alors que sur la FM, en analogique, on a une fréquence pour une radio, donc on consomme moins d'énergie, donc c'est toujours mieux. Donc en fait, il n'y a que du plus, et c'est ça que toute l'Europe est en train de déployer dans l'ensemble des paysages radiophoniques de tous nos voisins européens, et en France, où on est aujourd'hui alors une couverture, il y a 65% des Français qui sont en mesure de recevoir et d'écouter la radio en DAB+, y compris dans les Outre-mer, à La Réunion et en Martinique. Ça veut dire le nombre de Français qui sont équipés de DAB+? Alors non, c'est le nombre de Français qui peuvent écouter la radio s'ils s'équipent. Vous connaissez le taux d'équipement des Français en DAB+? Alors on a un chiffre mais qui est pas très précis, c'est-à-dire qu'on fait un sondage depuis 2 ans pour demander aux gens s'ils sont équipés DAB+. Les derniers résultats qu'on a, c'est qu'en gros on a près d'un Français sur 3 dans ceux qui sont sondés qui disent être équipés DAB+. Mais ceux qui répondent à la question, c'est ceux qui savent qu'ils sont équipés DAB+. Mais donc en fait, c'est à surpondérer parce qu'il y a plein de gens qui sont équipés DAB+, parce qu'ils ont par exemple acheté un véhicule récemment, et donc ils ont un autoradio qui est forcément équipé DAB+, que c'est la loi. C'est obligatoire. Et qui donc écoute la radio en DAB+, mais sans le savoir. Et donc eux, ils vont pas répondre à la question. Donc on peut penser qu'en fait, c'est plus d'un Français sur 3 qui aujourd'hui est équipé DAB+. En ce moment, il y a le sommet qui vient de terminer de l'IA. Est-ce que une radio complètement pilotée par l'IA, c'est quelque chose de possible? Et est-ce que... alors, vous serez plus à l'Arcom, parce que ça s'arrête ce soir, mais si on vous avait soumis une radio complètement pilotée par l'IA, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible? D'un point de vue réglementaire, je vois pas ce qui s'y opposerait. C'est plutôt... la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt de faire ça? C'est-à-dire que quand même... Marketing. Oui, mais alors, je pense qu'à mon avis, ça... Enfin, moi, honnêtement, j'y crois pas trop, parce que quand même, ce qui fait l'intérêt et la magie de la radio, c'est sa singularité. Et la singularité de la radio, c'est quand même les gens qui sont derrière un micro et qui justement vont s'exprimer très librement. Si on remplace ces gens-là par une machine, moi je veux bien. Il y a actuellement des expériences qui sont menées, notamment sur des radios qui essayent de se déployer à l'international et qui donc font appel à des animateurs en intelligence artificielle qui permet d'éviter de devoir démultiplier le nombre d'animateurs un peu partout. Ça marche pas mal, mais ça remplace pas quand même un véritable animateur qui va avoir un trait d'humour à un moment, qui va peut-être tousser ou qui va montrer qu'il est bien un humain et qu'il parle à des humains. Après, l'intelligence artificielle, bien sûr qu'elle sert aujourd'hui dans tous les pans de l'économie et notamment des médias, et bien sûr qu'elle va servir en radio. Elle peut servir à assister un programmateur musical, par exemple. Elle peut assister, elle assiste déjà des journalistes dans des recherches d'informations. Mais il s'agit plus d'assistance que de remplacer véritablement, à mon avis. Maintenant, on verra ce que dira l'avenir. Et vous avez pas mal d'expérience en tant que journaliste. Vous préférez la télé ou la radio ? C'est 2 consommations complètement différentes. Alors moi j'écoute énormément la radio depuis toujours. J'ai pas attendu d'être en charge de la radio à l'Arcom pour ça. En tant que journaliste, je commençais toujours ma journée par à peu près 1h30 d'écoute des matinales, évidemment, pour savoir un petit peu ce qui était dans ce qui était mainstream d'un point de vue de l'information et ce qui m'attendait, la journée de travail qui m'attendait. Et puis après, j'écoute la radio toujours dans la journée. Donc le matin, les matinales. Ensuite, je vais être un peu plus peut-être sur des radios musicales ou sur certaines émissions, voire sur certains podcasts. Et j'écoute en gros la radio à peu près toute la journée. J'ai plusieurs postes de radio chez moi, à mon bureau. Voilà, je suis un gros consommateur. Et puis après, le soir, je vais aller effectivement sur les 20h. Je vais aussi traîner un peu sur les chaînes d'information,
de télé. La télévision montre, hein, c'était Daniel Schneiderman qui avait dit ça, j'avais trouvé ça assez juste, il avait dit la télévision montre plus qu'elle n'informe. Alors plus qu'elle n'informe, j'en suis pas certain, mais elle montre et donc ça permet effectivement de se faire une idée. Quand on a été membre de l'Arcom, se recaser, c'est très compliqué, non? Vous avez plein. C'est quoi votre idée d'après? Alors, j'en sais vous rien. Vous pouvez être jardinier au boucher, mais vous pouvez pas travailler pour une chaîne de télé. Je vais commencer par prendre quelques jours pour moi et pour ma femme, parce que l'activité de l'Arcom a été telle qu'en 2024, on ne peut pas dire qu'elle m'a beaucoup vu. Hein. En gros, on se disait au revoir le lundi matin et bonjour le vendredi soir, même si j'essayais de sanctuariser les week-ends. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour ça. Non, plus sérieusement... Parce qu'on dit que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Oui, mais alors en sortant l'Arcom, on est tenu par des contraintes déontologiques qui se comprennent bien, c'est-à-dire que c'est une autorité indépendante, donc on veut être sûr qu'effectivement un conseiller à l'Arcom ne va pas être corruptible pendant son exercice, mais aussi après. Donc ça interdit très naturellement, bien sûr, d'aller travailler pour des médias qui sont régulés par l'Arcom, mais aussi pendant 3 ans pour des entreprises qui ont 30% de capital commun avec un média régulé par l'Arcom. Donc, autant vous dire qu'à l'heure des groupes intégrés de médias, ça, voilà, on va dire. Vous allez avoir du temps pour faire du jardinage. Oui, c'est ça. Jardinage je vais faire preuve d'imagination. Vous allez peindre votre volet. Je vais bien trouver d'autres choses, mais c'est vrai qu'il y a des contraintes qui se comprennent bien, mais qui sont effectivement assez fortes. En tout cas, on va pas me revoir sur une antenne de radio ou de télévision, pas avant au moins 3 ans, ça c'est sûr. Un regret ou pas de quelque chose que vous disiez qui aboutisse et qui n'a pas abouti, ou par manque de temps? On est toujours frustré parce qu'on on arrive en fait sur un chantier qui a commencé bien avant nous et qui continue bien après nous. Et puis nous, on se contente d'apporter sa petite pierre à l'édifice et de faire prospérer des dossiers. Donc on aimerait toujours rester un peu plus pour pouvoir pousser le bouchon toujours un peu plus loin. Donc on a publié le livre blanc de la radio qui trace une voie pour les années à venir pour le secteur de la radio, et il appartiendra à celui ou à celle qui va me succéder sur ces dossiers de continuer de faire avancer les choses, et je suis sûr que ça se passera très bien. Donc non, des regrets aucun, c'est un mandat qui m'a plu énormément. Voilà, j'ai juste une pensée, c'est pas un regret, c'est plus une tristesse, une pensée pour Michel Léridon, qui était arrivé en même temps qu'Olivier Mestre et moi-même, et qui est décédé au début de nos mandats respectifs, et ce qui a été une vraie douleur pour l'ensemble du collège et pour les équipes. Et c'est vrai qu'au moment où je finis mon mandat, j'ai une pensée pour elle. Merci beaucoup Hervé Goetscho. Il vous reste 12 heures pour profiter. Il y a une soirée qui est prévue. On s'invite. Il y a une fête. Bienvenue. Merci en tous les cas. Merci d'être venu nous parler de l'Arcom, cette autorité qui... on se revoit dans 3 ans. Dans 3 ans, et bonne continuation. Merci et vive la beaucoup. radio. Et vive la radio, absolument. Vive la radio. Allez, dans un instant, on va continuer sur Sud Radio. On va tenter de se mettre d'accord avec nos débatteurs.